Hello et bienvenue sur le podcast Productif et Serein, où nous pensons que tout le monde devrait avoir accès aux méthodes, techniques et astuces qui simplifient la vie et que n'importe qui peut devenir productif et serein dans le domaine professionnel comme dans la vie personnelle. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Productif et Serein Jean-Philippe Lachaud. Jean-Philippe Lachaud est neurobiologiste, il est chercheur en neurosciences cognitives, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire dynamique cérébrale et cognition, à Lyon, c'est l'INSERM, donc à Lyon. C'est quand même quelqu'un d'un assez haut niveau, et en fait j'ai découvert l'intérêt de Jean-Philippe Lachaud pour la méthode Getting Things Done à travers un de ses ouvrages, en l'occurrence c'était le cerveau attentif. Donc parmi les ouvrages effectivement de Jean-Philippe, il y a le cerveau attentif, donc le cerveau funambule, et puis la magie de la concentration, qui est le dernier ouvrage qui vient de sortir en 2020 là chez Odile Jacob, aux éditions Odile Jacob, la magie de la concentration. Et donc sans plus attendre, voici mon interview avec Jean-Philippe Lachaud autour de la méthode GTD. Alors Jean-Philippe Lachaud, bonjour. Et merci, merci d'avoir accepté de donner de votre temps que je sais précieux pour intervenir sur notre podcast Productif et Serein. Alors je situe, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM et vous travaillez au centre de recherche en neurosciences de Lyon. Est-ce que j'ai bon ? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc vos travaux, c'est essentiellement sur les mécanismes neuronaux de l'attention et de la concentration. Et vous mettez l'effort particulièrement sur ces fameuses questions que nous nous posons tous. Mais pourquoi sommes-nous si facilement distraits ? Pourquoi il faut faire un effort ? Et est-ce qu'il faut faire en fait un effort pour se concentrer ? Et en quoi en fait l'attention va améliorer la performance et l'apprentissage ? Donc des questions évidemment qui nous passionnent aussi ici dans ce podcast. Et puis ce qui a motivé aussi cet appel, c'est qu'en dehors de votre travail de recherche, vous menez une action pour, alors j'adore la terminologie, promouvoir la maîtrise douce de l'attention. Je trouve ça super, la maîtrise douce de l'attention comme valeur dans la société. Parce que je pense qu'on a tous entendu la phrase quand on était à l'école, concentre-toi. Voilà. Et par contre, comment on fait ? On sait pas. Voilà, on ne sait pas. Donc je trouvais que amener ce programme-là à l'école était vraiment quelque chose de super. Et donc vous faites ça à travers un programme qui s'appelle ATOLE, A-T-O-L-E, oui. Pour attention à l'école. Voilà. Donc c'est ce qui va nous intéresser ici. Juste peut-être un petit mot de contexte avant. Nous on a pris connaissance, j'ai pris contact avec vous parce qu'en fait en lisant un de vos ouvrages qui est le cerveau attentif, qui est un petit peu trapu quand même, si je puis me permettre, pour le tout venant que je suis, j'ai découvert que vous connaissiez la méthode Getting Things Done. Oui, tout à fait, absolument, ouais. Depuis pas mal d'années en fait, que j'utilise régulièrement. D'accord, et ma question c'était comment vous l'avez découverte et quel genre d'utilisation vous allez en faire éventuellement ? Alors c'est très amusant parce que je l'ai découvert par un ami qui m'en a parlé, qui était complètement dans une autre branche, et qui m'a dit il faut que tu lises le bouquin, donc je l'ai lu, et j'avais un projet à faire en fait. C'était mon projet pour passer directeur de recherche. J'avais la flemme de le faire, c'est un truc qu'on peut faire tous les ans, donc c'est très facile de repousser d'un an. D'accord. Et j'approchais de la deadline et j'avais d'autres choses à faire. Et je me suis dit je vais essayer la méthode là-dessus après tout. Donc typiquement le gros projet énorme à écrire, c'est stuff quoi, comme dit David Allen. Et puis j'ai découpé en petites tâches concrètes, etc. De durée courte, on voit très bien ce qu'on a à faire à chaque fois. Et puis par magie, le truc s'est déroulé et j'ai soumis le projet, ça a marché. Donc à partir de là, j'en ai fait mon habitude de travail et ça résonnait vraiment pas mal avec des réflexions que j'avais eues sur sur la meilleure façon d'être productif, de se concentrer, etc. Donc ça collait très bien en fait. J'ai très très rapidement cliqué et compris ce qu'il voulait dire. Ouais, d'accord. Dans le cerveau attentif, vous citez, de mémoire, c'est quelque chose. Ça, en fait, ça permet de se créer des petites bulles d'attention. Ouais, c'est ça en fait. C'est l'idée d'avancer à chaque fois avec une intention claire. Ouais. C'est-à-dire quand on voit, on a sous le nez le résultat de ce à quoi on veut arriver. Moi, c'est l'élément principal que j'ai retiré de cette méthode-là, c'est que plutôt qu'un truc assez flou, dont on voit pas très bien par quel bout prendre, on va ramener ça à un truc immédiatement réalisable. Ouais. On sait exactement ce qu'on a à faire. Le cerveau, lui, va faire un tri très facile entre ce qui est important, pas important pour la tâche à réaliser, et donc il va être naturellement efficace. L'autre aspect, c'est la notion de contexte qui me paraît qui est très judicieuse aussi. C'est-à-dire d'autoriser, d'interdire en gros certaines tâches en fonction du contexte dans lequel on est, parce que c'est vrai que c'est du bon sens, et le cerveau aussi a tendance à fonctionner comme ça assez naturellement. Oui. Ouais. Ça colle bien avec la façon dont le cerveau bosse.
Cette notion de D'accord. contexte, c'est très intégré en fait dans le cerveau. D'accord. Et du coup, ça marche aussi parce que j'en profite, je rebondis dessus. On entend pas mal de gens dire à propos de GTD en ce moment, à propos des contextes. Oui, mais le contexte, ça veut plus dire grand chose parce que de toute façon, j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone, je suis au bureau et j'ai tout sous la main. Et donc, répartir les tâches dans différents contextes comme ça a pas tellement de sens. Et nous, on va leur dire, non, mais ouais, allez-y. Oui, non, mais il faut penser le contexte de façon un petit peu plus abstraite. C'est au moment où on est en contact sur ordinateur avec un tel. C'est là qu'il faut que s'active en gros toutes les choses qu'on avait à lui dire, toutes les raisons pour lesquelles on avait à interagir avec cette personne-là. C'est pas qu'un contexte physique. Je pense que par rapport à l'époque où le livre a été écrit, maintenant la notion de contexte c'est quelque chose d'un peu plus abstrait. Ouais, tout à fait. C'est bon, c'est la réponse qu'on donne, donc j'aime bien avoir une réponse qui valide pas là, on est raccord, c'est super. Alors, ok, on a parlé d'attention, super, mais en fait, l'attention, pour moi, c'est un petit peu un mot où tout le monde a l'impression de savoir de quoi on parle. Mais finalement, je pense que ça mérite un petit peu d'être défini. Et dans le programme Atoll que j'ai été voir, justement, vous faites d'entrée de jeu la définition, vous dites, voilà, on va faire la définition entre la différence entre attention et perception. Déjà pour commencer. Et je pense qu'il y a aussi une différence entre attention et concentration. Ouais. Alors, tout à fait. Donc, quelles sont ces différences? Bon, déjà, on est tout le temps attentif à quelque chose. L'attention, elle se manifeste par le fait qu'une perception, auditive, quelque chose qu'on voit, voire même une pensée, etc., va tout d'un coup prendre le dessus. Elle va occuper l'esprit. Donc, elle prend un statut particulier et le reste va un peu partir dans l'ombre. Donc, le phénomène de l'attention, c'est ça. Et d'un point de vue à quoi ça sert, c'est que le cerveau peut pas traiter toute l'information auquel il est soumis à chaque instant. Donc, il y a un système de choix en fonction de ce qui va être important pour le cerveau. Donc, ça, c'est l'attention. Mais on est tout le temps attentif à quelque chose. Alors, la concentration, un petit peu autre chose. Déjà, la concentration, moi, j'aime bien dire que c'est la concentration de l'attention, parce que quand on concentre quelque chose, il faut bien qu'on se demande ce qu'on concentre, c'est l'attention. L'attention, on va la stabiliser sur une cible qui est pas forcément étroite, qui peut être large, mais est dans un but précis, avec une intention claire. D'accord. On se concentre sur une tâche. Par exemple, on peut être attentif à un livre, on regarde le livre, on voit. Si quelqu'un essaie de le voler, on va tout de suite le voir. Et par contre, on est concentré sur la lecture. Donc c'est une interaction avec l'objet d'attention. On est actif, on mémorise, on a accès au sens, etc. Donc la concentration, elle amène tout de suite une idée de tâche, d'intention, et c'est là où ça se recoupe avec GTD, parce que dans GTD, il y a toujours cette idée de ramener à une intention claire. Oui. Donc on voit bien que sans intention claire, on peut pas se concentrer. C'est ça. Si l'intention est vague, le cerveau ne sait plus ce qui est important ou pas pour la tâche à réaliser, donc il est plus possible de se concentrer. Oui, ok. Et c'est ce que vous parlez alors je vais peut-être faire un pont un peu loin avec ce que je voulais aborder dans le sens dont je voulais l'aborder. Mais j'en profite. Est-ce que c'est ça les PIM? Vous parlez des PIM. Alors il y avait PIM, PAM dans le programme. J'ai pas vu POM. Mais... je pense que c'est un vieux truc. Alors je sais pas d'où ça me vient, mais c'est vrai que les acronymes, ça a une certaine puissance pour le rappel, quoi. C'était perception, intention, manière d'agir. Alors tout à fait. Exactement. C'est l'idée que on peut définir, on peut répondre à la question concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me concentrer. Donc, il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est si on vous explique comment vous rendre à la gare de là où vous êtes. Donc, la personne va vous parler et votre attention va se resserrer logiquement sur ce que dit la personne, c'est-à-dire sur sa voix. Donc, il y a une cible qui prend le dessus. Ça, c'est la perception qui doit être privilégiée par le cerveau à ce moment-là. Il y a une intention qui est évidemment de comprendre, de se faire une sorte de représentation de tout le chemin qu'est en train d'écrire la personne. Et pour ça demande une certaine action, une manière d'être actif, une manière d'agir particulière qui, en l'occurrence, si on fait un tout petit peu d'introspection, consiste à convertir ce que dit la personne, ces mots, en image mentale. La rue, qui arrive à la place, sur la place, prendre à gauche, etc. Donc en fait, on est actif, on n'écoute pas passivement, on est actif, donc il y a une manière d'agir, et ça, c'est le M. Et donc, une fois qu'on a expliqué à une personne qui dirait, mais on va m'expliquer comment elle est à la gare, mais comment je fais pour me concentrer sur ce que me dit la personne? On lui explique et on lui dit, tu choisis cette cible, tu poses ton attention sur cette cible, tu es actif de cette façon-là, et tu gardes cette intention-là, de faire cette représentation. On peut pas plus lui expliquer ce que ça veut dire que de se concentrer. Il n'y a plus qu'à. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est un PIM. Ok, super. Merci pour le PIM. Voilà. Alors du coup, la question que j'avais après, donc on va dire que l'attention c'est un filtre pour aller vite. Ça serait un filtre de ce qu'on va percevoir. Mais est-ce qu'on peut la muscler son attention, ou est-ce que c'est quelque chose qui est finalement on/off?
On va pas muscler son attention parce que l'attention, donc comme je disais, on est tout le temps attentif à quelque chose. Donc si c'était un muscle, ce serait un muscle qu'on utiliserait tout le temps. Non, ce qu'on peut essayer de développer, c'est arriver à la stabiliser, puisque l'attention, elle va établir une connexion avec son objet d'attention. Enfin, objet au sens large, parce que ça peut être une personne, etc. Une connexion, on sait bien avec Internet, quand on télécharge des trucs et tout, ou quand on est en visio, qu'on a envie que la connexion elle soit bonne. On n'a pas envie que la connexion elle s'interrompe régulièrement. Si elle s'interrompt, il y a plus de communication possible. L'attention, c'est exactement ça, c'est ça qu'elle établit. Donc, il va falloir apprendre à développer une attention stable tout le long d'une explication, par exemple. Et s'il y a un travail à mener sur l'attention, ça va être un travail de gain de stabilité. Bien choisir son objet, sa cible, et une fois qu'on est connecté par l'attention, s'assurer que la connexion est stable. D'accord, ça marche. Voilà. Après, comment on pourra revenir là-dessus. Oui, mais on peut aller là-dessus tout de suite d'ailleurs. Ouais, allons-y. Non, mais en fait, ce qui nous aide, le problème de l'attention, c'est que c'est quelque chose d'un petit peu abstrait. Enfin, c'est pas, voilà, on en a une certaine impression. Heureusement, l'attention est très couplée au corps et à la motricité. Et on le voit bien avec les mouvements des yeux, de la tête, quand l'attention est attirée, etc. Donc, on peut commencer à se rendre sensible de plus en plus tôt au premier signe que l'attention est captée. Parce que justement, on va être distrait, on va regarder. Donc ça va être des signes qui alertent. Ah, là, mon attention est en train de partir. Et finalement, avec l'habitude, on va finir par développer un petit peu l'attitude de ce que j'appelle dans l'atelier un funambule. Le funambule, c'est quelqu'un qui a développé un sens de l'équilibre attentionnel. C'est que sens de l'équilibre. Nous, on va parler de sens de l'équilibre attentionnel. Sens de l'équilibre, c'est, je remarque tout de suite que je tombe, que je suis en train de tomber, et je me rétablis tout de suite. Et c'est même pas intellectuel, en fait. Au bout d'un moment, ça devient un réflexe. Donc, c'est la même idée. On développe cette stabilité. Tiens, mon regard est en train de partir, je le ramène. Ma main est en train de partir vers mon téléphone, juste comme ça, parce qu'il y a une alerte. Ok, je remarque et je restabilise, etc. Donc, on développe comme ça progressivement, à force de répéter et de rater et de pas y arriver. On finit par développer cette stabilité-là. D'accord. Et donc, oui, c'est ça. Un réflexe de finalement dire stop, ok, quoi. Stop, est-ce que c'est ok de continuer ce que je suis en train de faire? C'est ça, parce que effectivement, faut pas résister tout le temps. Parfois, c'est une bonne idée d'y aller. Mais au moins, d'insérer cette petite phase c'est même pas une réflexion, on jette un petit coup d'œil. Ok, où est-ce que ça me mène tout ça? C'est très rapide. Hop, ok, j'y vais ou j'y vais pas. D'accord. Je réponds à mon mail ou non. Oui. Et alors, vous parlez aussi dans un TEDx, donc je donnerai les références sur le site. Vous parlez alors moi j'ai transcrit ça en hack, le hack de l'attention, les failles de sécurité. Voilà, vous mentionnez les failles de sécurité et le fait que justement ces auto-interruptions, cette captation de l'attention par l'extérieur, elle est provoquée. On peut la provoquer de manière à capter notre attention et l'amener sur quelque chose que nous on veut. Parfois pour le bien ou parfois pour le moins bien de la personne qu'on sollicite. Oui, tout à fait. Comment ça marche? Voilà. Comment ça marche? De la même façon qu'on peut, avec une faille de sécurité, s'infiltrer dans un ordinateur et prendre son contrôle, on peut prendre le contrôle du cerveau par l'attention. Avec ce qu'on pourrait appeler des failles de sécurité, qui en fait au départ sont des systèmes qui dans le cerveau sont là pour nous sauver la vie. Le premier, c'est le système préattentif. Alors, qu'est-ce que c'est que le système préattentif? C'est un système qui est là pour compenser la relative fermeture qu'il y a quand on est concentré. Quand on est concentré, donc il y a l'objet d'attention qui prend le dessus, le reste passe un peu au deuxième plan. Mais c'est un peu dangereux parce que s'il y a quelque chose de réellement dangereux, une voiture qui nous arrive dessus, un incendie, etc., on peut pas rester dans cet état de relative fermeture. Donc, il faut bien que ce soit compensé par un système d'ouverture qui fonctionne comme une sorte de petit radar qui, sur des critères très simples, un bruit fort, quelque chose de très lumineux, un mouvement, va en fait prendre l'attention et la rediriger immédiatement. D'accord. Au cas où ce serait important. Ça, c'est système préattentif. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir capter de l'attention en faisant des petits mouvements, en affichant des images qui bougent, en mettant des trucs très flashy. Ça va attirer l'attention. L'autre système qu'on va pouvoir utiliser, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui est un circuit qui est dans le cerveau et à l'affût de tout ce qui peut procurer une sensation de gratification immédiate. Un truc bon, agréable, excitant, plaisant, etc. Et là encore, c'est un système qui est utile dans le cerveau parce que quand on a soif, c'est lui qui nous amène, qui nous motive en fait pour aller boire, etc. Mais ce circuit, il peut être activé par plein d'autres choses. Par plein de types de petites récompenses. Le fait j'ai posté un truc, est-ce que j'ai eu un like? Voilà. Donc tout ça va fonctionner aussi.
Et donc, le circuit de la récompense va prendre l'attention, là encore, et l'orienter dans une sorte de comportement d'approche vers le truc qui est potentiellement agréable. Donc, ce deuxième circuit, eh ben, lui aussi, on peut l'utiliser. Si on sait ce qui va plaire à une personne, soit parce que c'est quelque chose d'assez universel, on met des petits chatons mignons, des bébés, je sais pas quoi, soit parce que on a accès à des données personnelles et qu'on sait vraiment, qu'on connaît les goûts de la personne et qu'on sait qu'en ce moment, ce qui va lui plaire, c'est ceci ou cela, et ben, on va utiliser ces contenus parce qu'on sait que ça va attirer l'attention par le biais du circuit de la récompense. D'accord, donc c'est le même principe. Okay. Voilà. Mais ça peut aller loin parce que c'est que la récompense, on connaît l'expérience du rat que vous mentionnez d'ailleurs, je crois dans le bouquin pour les enfants. Le rat qui finalement a appuyé pour avoir sa dose de, alors je sais pas quoi, mais qui lui faisait plaisir, quitte à négliger sa vie finalement presque. Oui, bah dans l'expérience, il y a une expérience où on avait des chercheurs barbares de l'époque, oui, c'est ça. 50, avaient mis au point un petit système d'autostimulation électrique du circuit de la récompense. Donc le rat, dès qu'il appuyait sur une sorte de petit levier, ça activait les neurones du circuit de la récompense. Donc ça c'était interprété immédiatement comme une sorte de récompense. Donc le rat rapidement a délaissé toutes les autres activités qui stimulaient moins directement son circuit de la récompense, et notamment le fait de manger quand il avait faim, parce que faut que ça passe par l'ingestion, etc. Il y a une sorte d'effort. Donc là, c'était une stimulation directe. Donc le rat, à la fin, finit par privilégier ce comportement et meurt de faim, tout simplement. C'est presque mathématique, en fait. C'est tristement mathématique. D'accord. Wow, mais oui. Ok, c'est ça, c'est important de le savoir quand même. Ouais. Et du coup, comment on peut contrer ça? Parce que j'imagine que c'est le même process qui est à l'œuvre quand on va justement aller regarder sur Facebook. On est en train de faire un truc et puis tout d'un coup on va dire est-ce que j'ai eu un truc sur Facebook ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur LinkedIn ou est-ce qu'il comment on contre ça? Ouais, de deux façons. Déjà, les prises de conscience. C'est ce qu'on appelle démarche métacognitive. C'est j'ai compris que j'avais ça dans mon cerveau. Donc, petite prise de recul. Ce machin-là, c'est une partie importante de mon cerveau, mais c'est pas tout mon cerveau, c'est pas tout moi. Je suis pas obligé d'obéir sur mon circuit de la récompense. En fait, il me fait des propositions. Et certaines sont bonnes, certaines ne sont pas adaptées au contexte. Donc voilà. Après, dans la pratique, comment ça se développe cette capacité de prise de recul, il va falloir arriver à identifier dans son expérience, là encore un signe, le signe que le circuit de la récompense est en train de s'exciter. Et ce signe-là, c'est à chacun de faire ce petit travail de qu'est-ce qu'on ressent au moment où tout d'un coup on a envie d'aller voir les dernières nouvelles. Ou d'aller checker son statut Facebook. Il y a un petit truc qu'on ressent à ce moment-là, qui est un peu bon, qui est un peu qu'on peut même presque localiser dans le corps parfois. Mais ça, c'est le signal que le circuit de la récompense est en train de s'activer. Et à ce moment-là, petit signal, je ralentis, j'y vais pas tout de suite, ça devient un réflexe. Ok, j'y vais pas. Est-ce que vraiment c'est le moment ou non? Mais on n'est pas dans. En fait, c'est vraiment la clé, c'est d'arriver à insérer cette petite fenêtre très très courte, mais de reprise de contrôle de décision. Est-ce que ça peut servir aux procrastinateurs aussi, du moins à cette partie de procrastination? On peut essayer au contraire de jouer pour le procrastinateur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il ressent beaucoup plus l'effort que le bénéfice à se lancer dans une tâche. Alors, tout ce qui va stimuler le circuit de la récompense va avoir incité justement à se mettre en action. D'accord. Et là, on retombe sur GTD parce que le circuit de la récompense est aussi stimulé par les petits succès. Le fait de réussir, ça stimule le circuit de la récompense. Quand vous êtes face à une tâche complexe et que finalement l'horizon est assez bouché, vous ne voyez pas trop à quoi ça va vous mener, si vous allez même réussir, c'est pas très motivant parce que ce que vous voyez surtout, c'est l'effort. Vous percevez l'effort que ça demande de s'y mettre. En plus, c'est compliqué, il y a de la surcharge cognitive, etc. Si vous avez réduit la tâche à quelque chose de très simple, et que cette tâche, donc, elle est simple, donc la surcharge cognitive est minimale, l'attention va être relativement focalisée, et qu'en plus de ça, la petite récompense, le succès, il apparaît tout près, parce qu'il n'y a plus qu'à, ça va me prendre 5 minutes, dans 5 minutes, c'est bon, j'ai fait, je vois. Eh bien, c'est beaucoup plus motivant, et donc la sensation d'effort est donc très diminuée, et la sensation de récompense est augmentée. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles GTD, c'est une très bonne méthode pour les procrastinateurs, parce que justement, ça évite ça. Oui. Alors je suis très content encore une fois d'avoir l'explication scientifique de la chose ressentie, effectivement, de voir la différence entre organiser les Jeux Olympiques et puis juste dire non, je vais faire un doodle avec Pierre et Paul pour discuter des jeux, quoi. Tout à fait. Du coup, ça amène sur ce que vous appelez mini-mois et maxi-mois. Dans Atoll, vous les appelez comme ça, je crois, dans le programme.
C'est ça la différence. Pour les enfants. Oui, évidemment. En fait, c'est ça. Donc, on est d'accord que on n'est jamais aussi concentré que dans ces petites bulles où on a un truc à faire très clair, une intention claire, concrète à court terme. Bon, ça, c'est ce qu'on va appeler une mini-mission. Une mini-mission, c'est je vois exactement ce que j'ai à faire. Je vois. J'ai qu'à me lancer et je le fais. On me réveille. Moi, j'aime bien dire, on me réveille à 3 heures du matin. On me montre l'intitulé. C'est bon, je peux m'y mettre. J'ai pas besoin de réfléchir pendant un quart d'heure pour savoir comment je vais m'y mettre. Je fonce. C'est que la cible est là. Donc ça, c'est les mini-missions. On va appeler ça les mini-missions dans Atoll. La question, c'est comment est-ce qu'on ramène une tâche complexe à une suite de mini-missions. Et là, ce qui est important du point de vue de la concentration, c'est de bien avoir clairement en tête que ce processus de découpage, c'est une tâche en soi. Il demande vraiment d'être pleinement concentré. C'est-à-dire qu'on peut pas le faire en étant occupé à interagir avec, je sais pas quoi, des enfants ou plein de gens ou plein de collègues. Ça demande vraiment une période de calme de découpage. Donc, je vais recommander Atoll et de profiter d'une phase très calme avec le petit café, le thé ou ce qu'on veut, où là, on va découper la tâche complexe et on la découpe en petites missions qu'on va stocker quelque part. Maintenant, il y a plein de logiciels plein d'apps qui sont super bien faites pour aller stocker ces missions. Donc, c'est tâches, en fait. Et une fois qu'elles sont là, éventuellement, on a même précisé la durée, à faire ou non, ça dépend, le contexte. Et il n'y a plus qu'à lancer, plus qu'à déclencher. Donc là, dans ce cas, on n'est plus maxi-moi, c'est celui qui découpe. Il est tranquille là. Et mini-moi, c'est celui qui, au contraire, quand on joue le rôle de mini-moi, on est celui qui reçoit une petite mission très simple et qui l'exécute, c'est tout. Et finalement, les deux positions sont hyper confortables, les deux rôles sont hyper confortables parce que découper sans rien faire, c'est sympa. En fait, on a ces petits serviteurs qui vont venir après tout faire à notre place, mais nous, on a juste à déléguer. Et quand on joue le rôle, quand on adopte la posture de mini-moi, c'est hyper sympa aussi parce que vous avez juste un truc à faire. Le monde est hyper simple, juste le petit objectif, et vous êtes complètement dans ce que vous faites. Toute la complexité du monde s'est évanouie d'une certaine façon. Donc c'est très agréable aussi. Voilà, maxi-moi et mini-moi. Mais il faut les alterner. Il ne faut pas chercher à les faire en même temps. Ok, alors allons-y donc justement sur le fait de faire les choses, de faire plusieurs choses à la fois. Alors, donc on est d'accord que c'est pas bon. C'est pas possible. C'est pas bon. Avec quand même des petites nuances, parce que les gens qui nous écoutent vont dire, moi, quand même, parfois, j'ai l'impression. Alors, la nuance numéro 1, c'est que si vous avez automatisé certaines choses, des choses très automatisées, vous pouvez les faire en même temps que vous vous concentrez un peu sur autre chose. Avec certaines limites. On le voit bien quand vous êtes au volant en train de conduire. Écoutez la radio, par exemple, ça demande quasiment pas beaucoup d'attention. Mais si vous arrivez dans une situation de conduite un peu compliquée, vous allez quand même avoir tendance à éteindre la radio. Voilà, éteindre la radio parce que ça vous pompe un petit peu d'attention quand même. Donc, voilà. Et la deuxième chose, c'est que il est possible de développer une certaine capacité à basculer très rapidement d'une tâche à une autre. Assez rapidement. Les PIM vont faire ça. Par exemple, si je suis complètement en train d'écrire quelque chose, voilà, tout d'un coup quelqu'un me parle et me dit tiens, je vais t'expliquer comment aller à la gare. Eh bien, si je sais exactement ce qu'il faut faire pour me concentrer sur ce que dit la personne et que j'applique le PIM que j'ai décrit tout à l'heure, je suis immédiatement concentré sur l'explication de cette personne. Ou si c'est un coup de fil, quelqu'un qui m'appelle et qui m'explique un truc que je dois visualiser, je fais ça et je suis totalement avec cette personne, immédiatement concentré sur ce qu'elle me dit. Et après, voilà. Après, je reviens sur ce que je suis en train de faire ou j'applique à nouveau le PIM que j'avais avant, etc. Donc, ça permet comme ça, avec cette capacité qu'on peut développer à se brancher très rapidement sur une tâche, même si on fait pas les choses en même temps, vraiment, on est que dans un mode de monotâche, mais c'est un monotâche séquentiel qui peut être assez rapide. D'accord. Parce qu'on dit souvent, alors c'est peut-être sur des projets plus larges, mais en entreprise, un des freins majeurs de l'entreprise, ça va être ce qu'on appelle le temps de switch, c'est-à-dire passer d'un je suis en train de travailler sur quelque chose, donc je suis concentré, etc. Je suis sur ma matière. Je suis interrompu et je vais sur l'interruption. Donc au lieu de continuer ce que je suis en train de faire, et donc je suis obligé de me concentrer sur la chose, la nouvelle chose, si vous voulez. Et après, une fois que cette nouvelle chose est finie, je me dis tiens, je repasse à la première. Et là, les stats montrent que la plupart des gens en fait, ils y reviennent pas, surtout si c'est compliqué, parce qu'il faut refaire un effort, etc. Absolument, c'est épuisant. En fait, le coût principal là, c'est plus encore que la concentration, c'est de ramener en mémoire de travail. Donc cette mémoire de travail, c'est ce qu'on a en tête à un moment donné. Quand on fait une tâche, il y a toujours plein de choses qu'on a en tête. Il faut pas aller s'en souvenir, on les a en tête, on les a à l'esprit. Et le fait d'aller chercher dans mémoire à long terme tous ces trucs pour les ramener, les avoir clairement à l'esprit, ça prend du temps. C'est vraiment très casse-pied. On s'en rend pas compte et c'est ça qui va prendre vraiment beaucoup de temps quand on est interrompu, qu'on reprend. Alors moi, je recommande souvent
et je le fais, je me l'applique dans des périodes où je sais que je vais être très fréquemment interrompu, parce que ça arrive dans un chercheur. Dans ce cas-là, quand je suis interrompu, j'ai mon petit log, quoi, mon petit journal, où je note carrément, voilà exactement ce que j'aurais fait si j'avais 5 minutes de plus. J'aurais ouvert tel fichier qui est ici, avec le nom du fichier. Je voulais faire cela. C'était ça que je voulais faire. Ou je voulais corriger un bug dans tel programme, à telle ligne, dans tel bloc. Ça me prend très peu de temps. Je note en quelques trucs. Du coup, ça va me permettre de réactiver beaucoup plus rapidement. D'accord. Parce que c'est le meilleur moment, en fait. C'est le moment où vous avez tout en tête. À ce moment-là, j'ai tout en tête. Donc, je note les informations essentielles, mais quand même assez précisément, tout ce qui me prendrait du temps à rechercher en mémoire. Donc, je l'ai là. Et puis après, parce que la tâche, je sais pas si je vais la reprendre dans 10 minutes ou dans 2 heures, ou demain, voire même ou la semaine d'après. Donc, je réouvre ce truc. Ah ouais, d'accord, ok, j'en étais là. J'ai une vision assez claire de ce que je devais faire, de là où étaient des infos dont que j'avais besoin d'avoir en tête. Je les recharge. Donc, moi, donc ça, c'est pas dans GTD, mais je trouve que c'est une très bonne pratique. Moi, ça m'aide beaucoup. Ouais. On pourrait l'avoir dans GTD. Enfin, si tu veux faire un rapport, sans prêcher pour ma paroisse forcément, mais quand même un peu. Bien sûr. Non, mais si, c'est un peu comme si j'écrivais ma prochaine action finalement. Celle que je peux pas continuer là maintenant, mais je vais. Ouais, c'est ça. En la détaillant au maximum, quoi. Voilà, en détaillant les choses qu'il faut avoir en tête pour les faire. D'accord. Pour faire cette action. En la contextualisant, mais c'est-à-dire pas au sens de contexte GTD, mais au sens de, effectivement, toutes les informations dont j'ai besoin, je vais tout mettre, je vais faire un petit package, quoi, comme ça, que j'aurais plus qu'à ouvrir. Parce que si c'est, par exemple, ah oui, fallait que je relise tel PDF. Mais ce petit détail, le fait de pas l'avoir noté, c'est le truc qui va manquer. Ah oui, il était où déjà? Et c'était quoi? Et juste, on retrouve plus le titre. Et on va passer 10 minutes juste à retrouver, à aller dans ses mails et tout pour retrouver le titre du truc. Et 10 minutes de perdu. Tandis que si on l'avait noté, même quelques éléments qui permettent de le retrouver très facilement. Donc oui, tout à fait. Je pense que la méthode GTD peut être utilisée. Quand on raisonne en termes de petites actions concrètes, on est mieux équipé pour reprendre. Ça, c'est clair. Ouais, d'accord. Mais non, je note effectivement le fait de mettre le maximum d'informations finalement pour avoir le minimum à retrouver derrière, quoi. Et être tout de suite en état, quoi. Voilà, il y a une jauge parce que après, si c'est trop lourd, ça marche pas non plus. Enfin, on va pas tout écrire. Donc c'est une jauge. Oui, non, c'est ça. Voilà. Et il faut que la personne qui nous interrompt à ce moment-là soit capable de respecter ça, qu'il me faut 2 minutes. Oui. Donc, parce que voilà, faut jamais réagir au quart de tour à la seconde près, quoi. Ouais. Ok. Alors, ça m'amène à des choses qui sont peut-être un peu différentes. Alors, si vous parlez dans le TED quand même, vous parlez de la métalimentation. Ah oui, mentalimentation. Alors pourquoi j'en parle? Parce que tout le monde est tellement obsédé par son alimentation, ce qu'on donne à manger à notre corps, on a l'impression de s'empoisonner dès qu'on mange plus des radis, ce qui est parfait vrai. Bio. Ou des radis bio, c'est ça. Mais l'attention, c'est ce qui détermine ce qu'on donne dans sa tête, en fait, ce qui alimente notre esprit, notre mental. Donc il y a une sorte de, on a l'impression que les gens sont quand même beaucoup plus soucieux de ce qu'ils mettent dans leur corps que dans leur esprit. Ça semble beaucoup plus important. C'est tout aussi important. Et donc avoir le contrôle de ce qu'on se met dans la tête et donc de ce que j'avais appelé mentalimentation, c'est important. Donc développer son attention, parce que l'attention c'est la fourchette qui permet de mettre les trucs dans la tête. C'est ça, d'accord. C'est comme une fourchette, l'attention. Ouais, je vois bien. Alors, du coup, on a remarqué dans les formations, je parle des formations spécifiquement parce que c'est un métier évidemment que je connais un peu davantage, mais oui, on fait beaucoup de formations en ligne en ce moment, notamment. Mais ça marche aussi pour n'importe quel type de travail. Et finalement, le problème principal de la formation en ligne, c'est qu'elle a lieu sur l'outil qui est peut-être le plus interruptif possible. C'est-à-dire, c'est l'ordinateur, c'est le truc qui va vous envoyer des notifications. Voilà. Ça serait quoi des bonnes pratiques sur quelqu'un qui va finalement utiliser son ordinateur de manière à ce que ça l'aide à son attention plutôt qu'à l'entraver? Là, c'est un des conseils de bon sens, c'est-à-dire autant que possible couper vraiment toutes ces notifications, parce qu'à chaque fois, ils sont conçus pour attirer l'attention. Quelqu'un vous explique quelque chose, ça peut aller assez vite. La notification, elle peut arriver au moment où il y a un petit concept qui est expliqué, quelques mots qui sont cruciaux. Faut pas les avoir ratés. Et vous ratez 1 seconde, 2 secondes, c'est la mauvaise seconde à rater. Et après, vous décrochez et vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous essayez de repartir en arrière et vous ratez finalement un quart d'heure, une demi-heure. Donc oui, et c'est autant que possible, sauf si vous attendez un message où il y a une question de vie ou de mort, mais quand même couper toutes ces notifications pendant au moins le temps de la formation.
Ouais, rester sur une app et puis essayer de... Mais bon, ok. Et voilà. Et après, bon, là encore, il faut pas être non plus, faut pas être complètement radical et à fond parce que on se doute bien que dans une formation sur la durée, il y a des moments où vous sentez bien que soit vous connaissez un peu plus, soit ça vous concerne moins. Bah, dans ce cas, c'est le moment où les identifier et c'est peut-être ceux où effectivement vous pouvez faire un petit message ou deux. Voilà. Parce que connaître. Parce que dans Atoll, vous mentionnez ça, vous mentionnez les 3 A. C'est-à-dire, si j'ai bien saisi, il y a le moment où il faut être super attentif. Il y a le moment où je suis attentif, mais finalement pas plus que ça. Et puis il y a un moment qui est peut-être un peu plus relâché. Oui, c'est ça. Bah, c'est pour indiquer ça. Le problème souvent, c'est pas tellement qu'on n'arrive pas à se concentrer, même si ça arrive, mais c'est qu'on oublie de se concentrer. Et donc déjà rien que de reconnaître les moments où il faut être très concentré, parce qu'ils sont généralement ils sont pas si longs que ça. Allez, pendant 5 minutes, il faut être vraiment à fond. Rien que de reconnaître ça et se dire ok, ben je m'active. Là, on se concentre. Puis après, il y a des moments plus relax, où on est plus dans une sorte d'écoute flottante, où on laisse faire les choses, on laisse faire les automatismes. Donc, c'est bien de développer cette capacité à reconnaître les moments où il faut être plus concentré qu'à d'autres moments. Et pour le coup, qu'est-ce qui se passe quand on oublie ce qu'on voulait faire? Quand on oublie, ouais. Son intention. Le mécanisme, ouais, qu'est-ce qui est en jeu à ce moment-là, quoi? Ça, c'est vrai que dans la tour, on appelle ça des ouins. On oublie son intention. On fait ouin. Ouais. Et c'est, j'arrive dans la cuisine et mince, quoi. Pourquoi je suis là? Ouais. Pourquoi je suis là? Ouais. C'est tout bête. On voit la vitre, on voit la porte, on voit le réchaud et on se dit, mais qu'est-ce que... Et ce qui se passe, en fait, c'est que, c'est une sorte de mémoire de travail, hein. Quand on se dit pas, ok, chercher ça. Donc, c'est mémorisé. C'est l'avant du cerveau, le cortex préfrontal, qui va activer quelques neurones quelques milliers de neurones qui vont stocker ça. Et cette trace mnésique, elle est remplacée par une autre où elle s'éteint, tout simplement. C'est pas autre chose que ça. C'est une sorte de petite faillite de la mémoire. Et on sait que la mémoire, elle est d'autant meilleure. Enfin, la qualité de la mémoire et de la mémorisation, elle dépend de l'encodage. Donc, l'encodage, c'est quoi? C'est au moment où j'ai l'intention. Souvent, c'est juste une sorte de petit flash. Une petite flash de ce qu'on veut aller chercher, de ce qu'on veut faire. Mais on peut la jouer pour se faire une petite représentation visuelle un peu plus complète. On se fait bien l'image de ce qu'on cherche. Et éventuellement, on s'imagine en train de manipuler. Ça prend pas beaucoup plus de temps, 2-3 secondes à peine. Et puis, ça va, en fait, la trace mnésique va être plus forte parce le truc a été mieux encodé. D'accord. Alors ça me rappelle quelque chose que j'avais appris quand j'étais ado. Alors j'avais eu les techniques du Dr Vitos, mais je crois pas que ça soit lié à ça. Mais j'avais plus des techniques sur effectivement pour mémoriser un texte, pour mémoriser quelque chose, on va essayer de construire des images et on va les rendre les plus lumineuses possibles ou parfois les plus outrancières ou les plus bizarres possibles, de manière à justement mieux les retenir. Ouais, tout à fait, parce que déjà, du coup, pour faire ça, il faut être très concentré sur ce qu'on a à mémoriser, donc plus d'attention, donc une plus grande mémorisation. Et puis surtout, on va faire des liens avec d'autres choses. Si on fait un lien avec de l'émotionnel, si on s'imagine un numéro de téléphone et qu'on s'imagine presque le toucher, saisir les numéros avec plein de sens vont être mis en jeu, et du coup, la trace mnésique va être mieux consolidée en ajoutant tous ces sens. Aspect auditif, tactile. Moi, je fais ça fréquemment, tout à fait. Oui, c'est intéressant, ça pose les rapports entre l'attention et le corps, et vous en parlez aussi dans Atoll, puisque il y a beaucoup de choses que vous ramenez d'abord à la perception, donc par le corps, le ressenti, avant de passer au mental. Oui, tout à fait. Ouais, les deux sont extrêmement liés. Dans le cerveau, parfois, il y a très peu de différence. Un neurone, il ne sait pas s'il est en train de fabriquer une image mentale ou de tourner un tire-bouchon. Enfin, le neurone, lui, s'active, quoi. Et même, on peut s'imaginer, il y a même des formes de rééducation motrice. On s'imagine faire des mouvements mentalement. Et ça va sculpter les réseaux moteurs, ça va les renforcer, et finalement, on va se rééduquer plus vite que ça. Plus vite que si on ne le faisait pas. Donc, en fait, l'imagerie motrice, l'imagerie mentale, etc. Toutes ces actions mentales, elles sont en fait très, très liées au corps. Ça me rappelle cette expérience que vous connaissez peut-être. C'est une équipe américano-japonaise, je crois, qui avait fait ça sur les jongleurs, qui avait mis dans un IRM fonctionnel des jongleurs professionnels en leur demandant d'imaginer le jonglage. Et puis ensuite a mis des gens qui connaissaient rien du tout au jonglage, a reproduit les impulsions électriques ou quoi. J'ai pas le détail, mais enfin le principe c'est ça. Et ensuite de quoi ces gens ces gens amateurs, on va dire, ont appris beaucoup plus vite le jonglage. Ouais, d'accord. L'idée c'était de restructurer de recréer en fait le même type d'activation que celui qui marchait chez les jongleurs.
Ok, c'est un petit peu la limite de ce qu'on peut faire en imagerie, etc. Mais ça montre bien, voilà, ça va dans le cadre de cette idée, quoi. Ouais. Alors, sur Atoll précisément, le programme, donc, il existe depuis. On a commencé 2004, allez, vraiment 2016. 2015-2016 à peu près. Ouais. Et on a commencé avec une trentaine de classes au début. Ensuite, c'est monté à 80, 450 d'année en année. Et puis là, le programme, il est en téléchargement libre. D'accord. Il suffit de taper programme Atoll donc ATOLE sur Google ou autre. Vous allez tomber dessus. On laisse une adresse email, on récupère. Et on en est à une cinquantaine de téléchargements ou une centaine de téléchargements par semaine. D'accord. Depuis 1 an et demi. Donc ça commence à faire beaucoup. Voilà. Donc on ne sait pas exactement à quel point il est utilisé en classe. Enfin, si tout le monde l'utilise dans les classes, mais ça nous donne une idée quand même qui doit probablement être utilisé par plusieurs milliers d'enseignants, ça c'est clair. D'accord. Vous avez des retours particuliers de gens qui vous écrivent pour vous dire, d'enseignants qui en veulent plus? Ouais, on a pas mal de retours sous forme d'anecdotes, donc des gens qui sont contents, les enfants sont plus concentrés, il y a le transfert dans les familles. Il y a des familles qui demandent à des écoles si elles font Atoll pour inscrire leurs enfants. Ah ouais, ok. Okay. Ou quel enseignant fait Atoll en essayant de mettre un peu la pression pour que l'enfant fasse Atoll. Donc il y a ça. Et surtout, ce qui nous satisfait, c'est que ça demande quand même un certain travail de la part des enseignants. Et pourtant, la plupart de ceux qui l'ont fait une année le refont l'année d'après, le refont encore. Donc ça veut dire que vu qu'il y a un coût qui est évident en termes de temps, ils y trouvent un bénéfice. Donc ça, c'est la meilleure indication pour nous que ça leur parle. Plus tous les retours positifs qu'on a sous forme verbale, quoi. C'est un programme, je précise, qui est pour les écoles primaires, écoles élémentaires. Ouais, principalement, effectivement. Il y a, même sur le site, on peut télécharger une version un peu ado qu'on appelle Adol, logique ADOLE, et qui en fait finalement, mais tous les outils qui sont expliqués dans Atoll et dans Adol, en fait, s'appliquent parfaitement à l'adulte aussi. En fait, c'est pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. C'était ma question finale. C'est est-ce que l'adulte qui a jamais appris à se concentrer peut quand même maintenant Complètement, absolument. Ouais. Absolument, avec des bonnes techniques, ne serait-ce que type GTD, découpé en tâches simples, etc. On se met dans les meilleures conditions possibles pour se concentrer. Oui. Super. J'ai ma petite question bonus finale, qui est assez loin de ça, mais est-ce que vous connaissez le Zettelkasten? Ah non. Qu'est-ce donc? Non, ok. Le Zettelkasten, alors on s'éloigne, mais c'est la gestion de la connaissance plutôt. C'est-à-dire, c'est une manière de prendre des notes qu'on va relier les unes aux autres pour faire surgir une nouvelle idée ou une nouvelle manière de travailler. Est-ce que c'est un peu comme des sketch notes où on fait des petits dessins, on relie? On pourrait faire ça avec des dessins, j'imagine. Là, on est plus, moi, la version que je connais, on est plus sur l'idée d'une note atomique, c'est-à-dire vraiment une idée. On va noter une idée toute seule sur un petit bout, sur un petit fichier comme ça. Et puis, on va avoir une autre idée. Et si elle est connexe d'une manière ou d'une autre, on va les relier ensemble. Donc on va se faire un peu comme un internet comme ça de toutes les choses qu'on connaît ou de toutes les idées qu'on a eues. Et puis ensuite de quoi on va faire des séances de deep dive, de plongée un peu profonde où on va prendre une et puis suivre l'autre et en comptant sur le fait que tout d'un coup va émerger peut-être un troisième terme ou tout d'un coup une nouvelle idée encore. On reliera aux autres comme ça. Donc il y a cette idée de mind mapping. Mais sans l'arborescence nécessaire, avec des connexions qui sont beaucoup plus lâches, on va dire. Ouais, c'est ça. Presque en multidimension quelque part. Parce que après, je peux faire des croisements par thème. Je peux avoir des notes qui vont être comme des tables de matière vers différents types de notes aussi. L'idée c'est de mélanger un petit peu tout ce qu'on sait pour faire surgir des rapports qu'on verrait pas sinon aussi. Ouais, c'est bien ça. Là encore, je pense que ça me parle immédiatement en termes de fonctionnement cérébral. Il y a des structures autour de ce qu'on appelle l'hippocampe. Là, c'est au bout du lobe temporal. Et là-dedans, en fait, il y a plein de neurones qui réagissent à des concepts. Donc un peu des idées. Et tout ça est connecté de façon un peu bizarre. Et ce qui fait qu'un concept va en appeler un autre. Et c'est un peu comme ça qu'émergent des relations entre des trucs qui paraissent pas liés, mais qui finalement vont l'être parce que même d'un point de vue neuronal, en fait, il y a des connexions réelles qui s'établissent. D'accord. Ça colle bien avec cette espèce de petite galaxie où ça interagit entre étoiles, quoi. Ok, super. Bon écoutez, merci Jean-Philippe pour cette plongée dans l'attention et dans le cerveau. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Voilà. Et puis je renverrai les auditeurs vers les sites Atoll. On va envoyer tous les liens, vous aurez tous les documents à tout le monde. Et puis voilà.
On mentionnait peut-être tout à l'heure les titres de l'attention. J'ai sorti La magie de la concentration. La magie de la concentration. Ok, je ne savais pas, autant pour moi. Hein. La magie de la concentration, le but, c'était d'avoir en famille, pour soi, ou même pour soi-même, à partir de petites activités qu'on puisse faire même autour d'une table, avec je sais pas, un rouleau de sopalin, un verre, des cuillères, qu'on puisse comprendre comment fonctionne l'attention, la concentration, et qu'on développe une réelle maîtrise. Ah oui. Donc c'est sous forme d'un petit dialogue entre un jeune et puis un adulte, et ça progresse avec des petits dessins. D'accord. La magie de la concentration chez Audi Jacob, c'est la petite les 2 minutes de pub. Ah super, non mais avec plaisir. Sachez que ça existe. Bah oui. Puis je sens que j'ai une nouvelle activité familiale qui vient d'arriver là. Donc merci. Merci beaucoup Jean-Philippe. Productif et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire, soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site qui est en accès libre à la lecture. Je vous rappelle l'adresse www.productifetserein.com, tout attaché, sans trait d'union. Bonne productivité, bonne sérénité, et nous vous retrouvons au prochain épisode.